de ce qui se passait. Est-ce que vous avez été surpris ces derniers temps d'ailleurs de continuer à avoir des Français dans les restaurants, à vivre comme si de rien n'était alors qu'on est face à une crise sanitaire? Oui, effectivement, en France, j'ai vu un peu comme si on vivait sur notre planète par rapport à ce qui se passait en Italie, et c'était assez catastrophique. Aujourd'hui, je vois tout le monde choqué en France et je vois le même scénario se dérouler en France également avec une prise de conscience très très lente par rapport au déroulement des événements. En Italie, par contre, il y a une mauvaise communication de la part du gouvernement, donc ça c'est aussi, ça a joué beaucoup. C'est-à-dire le gouvernement a fermé au début le nord de l'Italie et cette communication... 15 millions confinés au nord de l'Italie, dans la région de Milan. C'est les 40% du PIB italien, etc., une région très riche. Et cette communication est arrivée la nuit, à 2 heures du mat', de la part du président du Conseil italien. Mais la presse s'est emparée de cette information avant. Du coup, les Italiens, ils l'ont su avant de le savoir officiellement. Et donc, ils se sont jetés sur les trains pour aller vers le sud de l'Italie. Donc, il y a eu vraiment des mouvements de panique. Et d'ailleurs, du coup, les mesures de confinement ne servaient plus à rien, puisque mouvement de panique, les gens qui sont supposés être confinés essayent de fuir la zone. Exactement. Donc, ça ne servait plus à rien. Exactement. Je voulais qu'on réécoute peut-être le Premier ministre, si vous nous rejoignez. Vous voyez les mesures annoncées qui s'affichent sur votre écran, mais on va réécouter le Premier ministre qui a donc pris des mesures drastiques ce soir. Son intervention n'était pas prévue. Nous, à la rédaction, on l'a appris vers 18h. 48 heures donc après l'intervention d'Emmanuel Macron, c'était jeudi. Il annonce donc la fermeture de tous les lieux recevant du public à partir de minuit ce soir, les lieux qu'il considère non indispensables. Donc ça met de côté tout ce qui est alimentation, pharmacie, etc. On l'écoute. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Marco Cesario, là finalement on se cale sur vous, sur l'Italie? Oui, c'est le même exemple. En Italie, imaginez-vous qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur dit qu'il y a eu 150 000 contrôles, parce que maintenant il y a la police, les militaires, les carabiniers qui sont dans la rue pour quadriller un peu, parce qu'on ne peut pas sortir. On peut sortir qu'avec un formulaire qu'on a téléchargé du ministère et du gouvernement pour dire pourquoi on sort, parce qu'on a des raisons sanitaires, on a des raisons de nécessité, on doit aller travailler, donc avec un certificat, on peut sortir. Sinon, on ne peut pas circuler librement comme ça. Donc c'est vraiment un état, un huis clos qui ont vit en Italie. J'espère qu'en France, il ne sera pas la même chose. Mais aujourd'hui, en Italie, on vit comme ça. Et aujourd'hui, il y a eu 7000 infractions. Donc il y a des gens qui résistent encore. Mais pour l'instant, les huis clos a permis quand même, jusqu'aujourd'hui, d'arrêter un peu la propagation du virus, au moins dans les zones de Codogno et en Vénétie. Qui se remettent à vivre, hein. Codogno notamment se remet à vivre, puisque le virus, visiblement, même si aujourd'hui, on voit qu'il y a encore, bien sûr, beaucoup de cas, mais ça commence. Donc, les confinements, parce que de toute façon, on va suivre l'exemple de la Chine. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, au début, nous aussi, les Italiens, on s'est dit, on ne peut pas suivre les mêmes systèmes de dictature. C'est plus facile là-bas parce que le peuple suit plus facilement les règles. Alors qu'en Italie, le style de vie. C'est pas la même style de vie, c'est sûr. Et encore, je vois ce que, par exemple, le secrétaire du Parti démocrate, il continue à dire allez-y, vous inquiétez pas, l'apéro à la milanaise, etc. Une semaine après, il était testé positif au coronavirus. Donc c'est la même chose. Il faut vraiment suivre les règles. Il faut vraiment. Et je rappelle ces chiffres alarmants. Donc l'Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine. Donc premier pays le plus touché au niveau européen. Près de 1300 morts, 17 000 cas enregistrés. Nous, on en est encore loin, puisqu'on va revenir d'ailleurs sur le bilan dans un instant. On en est à 91 décès, 4500 cas. Mais la question, c'est de savoir si on va peu à peu se diriger vers ce qui se passe chez nos cousins italiens. Oui. Vous souhaitez réagir, Bertrand? J'ai une question, je ne sais pas si vous avez vu ces images qui ont beaucoup circulé sur Twitter aujourd'hui, des gens qui chantent à la fenêtre. Qu'est-ce que ça dit de l'ambiance en Italie aujourd'hui? Les gens sont donc confinés chez eux. Exactement. Et ils se mettent à la fenêtre et ils chantent. C'est
à la fois l'hymne italien, c'est un peu lunaire, joyeux et en même temps étonnant. C'est un peuple qui résiste. Et comment est-ce que vous lisez ça? Je vois que c'est un peuple qui résiste. Il y a une solidarité, il y a une résistance, vraiment, parce qu'être confiné chez soi, c'est pas simple. Là, c'est 5e jour, et déjà, ça commence à faire un peu plus. Et les gens, ils ont décidé de faire un flash mob à 18h, et les samedis aussi à midi, pour les infirmiers. Ils ont chanté l'hymne italien, ils ont chanté des chansons italiennes, Volare, etc. Et pour ne pas se sentir plus isolés comme avant. Donc, à travers les balcons, ils ont fait des concerts improvisés pour se sentir partie d'une communauté. Parce que quand on est isolé chez soi, on se sent vraiment seul. Je pense que c'est important, ça. Tout à l'heure, Jérôme Marty, vous parliez du côté rebelle. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à être rebelle. On le voit même à des attitudes, des comportements vis-à-vis du sida, de prendre des risques simplement pour provoquer un peu la mort. On a l'impression que là, maintenant, il faudrait passer directement dans la phase de l'acceptation pour s'organiser face à cette guerre, ou en tout cas cette résistance dont on a besoin. Parce qu'en effet, ce que vous dites, et la musique, c'est qu'il va falloir garder le moral, c'est important aussi. Et il va falloir garder cette entraide. Donc, on a l'impression qu'il faudrait vraiment qu'on arrive psychologiquement à faire ce saut en se disant, bon, bah voilà, la situation, elle est celle-là. On doit rester à huis clos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les soignants ou les personnes qui auraient besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le moral? On a quand même plein d'outils Internet ou quoi, de FaceTime pour faire des apéros peut-être à distance. Et de passer directement dans cette phase, peut-être qu'employer les termes de guerre, moi j'ai l'impression que on joue le collectif. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure de bombardement ou quoi, ça appelle à des choses, ça nous rappelle des choses ou de nos ancêtres ou quoi, qui fait que oui, c'est des nations qui d'un coup se serrent les coudes, se disent on est tous dans le même bateau. C'est plus toi tu provoques la mort plus facilement. Non, on est tous dans le même bateau. Et dans ce bateau-là, qu'est-ce qu'on fait pour aider? Qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser, pour pas perdre quand même le sens de la vie, quoi. Mais tous ensemble. Et je pense que ça, on n'y était peut-être pas encore, et il faut qu'on y soit. Et voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut tenir bon avec ce moral. Et l'image qu'on a vue de cet immeuble avec les gens qui chantent est éminemment symbolique. Parce que, un, c'est la force de la vie. Et deux, ça reflète tout à fait le combat qu'on a à mener. Parce que ce sont des gens séparés, des individualités qui, tout d'un coup, forment un collectif en chantant. Et c'est ça qu'on demande. C'est que chacun individuellement respecte les consignes et par là même ralentisse la maladie et donc mène un combat collectif. C'est un combat collectif qui doit se mener seul, un par un. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je voulais qu'on revienne à la situation française, puisqu'il y a eu donc ce point d'Édouard Philippe il y a maintenant 2 petites heures, et juste après, le point quotidien du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dont on connaît maintenant très bien le visage. Il continue à donner des bilans très précis, des bilans qui ne cessent d'évoluer, d'augmenter, de s'accélérer aussi. On l'écoute. Ce jour, nous avons 4 500 cas confirmés par PCR en France. Ce chiffre de 4 500 a doublé en 72 heures. Ça vous donne une idée de la rapidité d'évolution de l'épidémie en France. Toutes les régions métropolitaines sont concernées, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et désormais Mayotte. Les 6 régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons désormais ce soir plus de 300 cas graves en réanimation. Nous avons des formes graves aussi chez les adultes, puisque je vous rappelle que plus de 50% des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. Enfin, nous déplorons 91 décès, dont 71 personnes ont plus de 75 ans. Alors, beaucoup de choses à analyser dans ce qu'il a dit. D'abord, ce bilan, 4 500 cas confirmés depuis la fin janvier sur le territoire français, 91 décès. Il dit que ces 4 500 cas, c'est un chiffre qui a doublé en 72 heures. On est dans un moment où tout s'accélère, c'est ça ? Oui, normalement, ça double tous les 6,2 jours. Donc là, si ça double en 72 heures, c'est que les choses s'accélèrent. Indubitablement. Et c'est une courbe qui est une courbe exponentielle, donc ça peut s'accélérer de façon exponentielle. Ça veut dire qu'on peut passer de 5 000 à 10 000, à 20 000, voilà, pour arriver à des chiffres qui, ramenés au pourcentage de létalité qui est de 1%, ce qui représente quand même 10 fois la létalité de la grippe saisonnière, peut nous amener à des milliers de morts. C'est ce qu'il faut empêcher. Et surtout, peut nous amener à avoir des milliers et des milliers de patients à traiter en réanimation et donc
à arriver à être au-delà de nos capacités de prise en charge et de réanimation. Et là, ça veut dire qu'il y a des dommages collatéraux qui sont très importants parce que les autres patients qui ont besoin de réanimation ne peuvent pas également être pris en charge. Et c'est d'ailleurs ce qui a été... Voilà, et il y a eu des messages d'alerte de médecins qui disaient, attention, nous, on est obligé de faire des choix, qui sauver ou non. Alors, dans une région riche comme la Lombardie, le système sanitaire est en train de craquer. Dans une situation normale, on aurait pu gérer. Mais là, on est dans une situation extraordinaire. Il y a eu 1000 morts qui en Lombardie. Et les médecins sont au bout de souffle. Et surtout, des médecins, ils sont obligés à choisir les patients. C'est-à-dire, certains qui ont des complications majeures, ils sont déjà trop âgés, on les abandonne, on privilégie ceux qui on peut sauver. Et c'est triste. C'est terrible d'en arriver là. C'est terrible. Et en plus, il y a un autre chiffre à considérer pour la Lombardie. 12% des morts, des contaminés, c'est des opérateurs sanitaires. Donc c'est aussi ça, la frontière de la guerre. C'est vraiment les infirmiers et les médecins qui sont là à combattre qui cette sont guerre. en première ligne, et on l'évoquait, d'où l'intérêt de préserver ce personnel médical. Il faut le répéter, cette pathologie est éminemment nosocomiale. Ça veut dire qu'elle se transmet aussi par les soignants parce que les soignants se contaminent facilement quoi que l'on fasse. On le sait, on l'a vu, un certain nombre de soignants sont touchés. Ils sont dans une proportion non négligeable. Et dans les établissements où la maladie est présente, à chaque fois, systématiquement, on a des soignants qui sont touchés et qui malheureusement transfèrent la maladie. Mais ce que disait Marco Cesario, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on fait des choix, qui sauver ou non. Est-ce que ça, c'est une situation à laquelle nous, si on ne fait pas des efforts, on peut se retrouver confronté bientôt en France où on est peut-être mieux équipé? Quelle est la situation ? La situation, elle est que dans l'Est actuellement, on est en train d'arriver au top de nos capacités. Donc on peut très bien vivre le scénario à l'italienne et dans plusieurs endroits du territoire. Moi, j'ai une question sur l'organisation chinoise. Bon, on n'est pas prêt peut-être à construire des hôpitaux comme ils les ont construits, mais ils ont spécialisé en quelque sorte des hôpitaux pour ces malades. Est-ce qu'on aurait pu imaginer cette solution, que ça soit en France ou dans chaque pays, ou voire même de mutualiser, parce qu'on voit bien que les forces là sont en train de craquer en Italie, mais peut-être qu'ailleurs on pourrait imaginer de prendre le relais. On est quand même européens aussi, avant d'être, enfin, en plus d'être français ou italien. C'est ce que font nos hôpitaux actuellement. Ce que font nos hôpitaux actuellement, c'est qu'ils sont en train de faire des services entiers qui sont consacrés au Covid-19. On a un plan blanc qui est activé, on a des cellules de crise, on est en train de fluidifier les patients, on va demander à la fois aux soins de suite de libérer des lits, on va demander aux EHPAD même de libérer des lits de façon à ce qu'on puisse favoriser les entrées dans les services de réanimation et aussi les sorties vers les services de soins continus. Enfin, c'est toute une dynamique qui se met en marche et qui va demander à la fois le lien hôpital-ville. Et là, il n'y a plus, face à une crise telle, il n'y a plus qu'une médecine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecine privée, il n'y a pas de médecine libérale. Une question peut-être Bertrand, avant de retourner voir Mathieu. Oui, juste une question. Le directeur de la santé a expliqué que la majorité des personnes qui étaient décédées étaient des personnes âgées, peut-être avec d'autres pathologies. Malgré tout, moi, j'ai vu cette semaine, même peut-être aujourd'hui d'ailleurs, une déclaration de Philippe Juvin qui exerce, je crois, à Georges Pompidou, et il explique qu'il a des patients dans un état très grave qui ont 23 et 24 ans, et par ailleurs, il y a aussi des quadragénaires. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi le fait que c'est pas seulement quand même des personnes âgées, on va avoir des populations de plus en plus jeunes. Et dernière chose aussi, j'ai lu qu'on avait 9 jours de retard sur l'Italie et que donc on était à 9 jours de vivre une situation à l'italienne. Alors plusieurs réflexions dans ce que vous dites. D'abord, il faut comprendre que toutes les mesures que l'on prend ne porteront leurs fruits que dans 14 jours, à chaque fois. C'est le temps d'incubation. Les mesures que l'on prend. Donc ça veut dire quand on prend la décision de ce soir, les fruits de ce soir, on les aura dans 14 jours. Il faut bien comprendre ça. C'est le scénario à l'italienne. Quand ils ont tout confiné, les morts ont continué à augmenter et il a fallu attendre 14 jours pour qu'on voit la décroissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, en réanimation, on sait qu'on a un âge médian qui est de 54 ans actuellement. Et on sait qu'on a 20% des patients qui n'ont pas de comorbidité, c'est-à-dire pas de pathologie associée. Mais si l'on prend les statistiques de mortalité, là, par contre, on voit que ce sont des patients âgés, polypathologiques, dépendants. Ça veut dire que si vous êtes jeune, vous pouvez très bien atterrir en réanimation, mais vous vous en sortez.
Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la réanimation dans cette pathologie-là, ce sont des réanimations respiratoires qui demandent des respirateurs et qui prennent en général 2 à 4 semaines. Ça veut dire que vous mobilisez un lit de réanimation pendant 2 à 4 semaines. Ce qui explique qu'on ne puisse pas avoir, même si on a 13 000 lits et quelques de réanimation plus soins intensifs, si on a déjà 3 000, 4 000 patients, comme il y a ce fameux temps de 3 semaines, avec effet cumulatif, vous occupez tous vos lits avec 3 000, 4 000 Et on patients. aurait à terme plus assez de lits pour s'occuper de tout le monde. Je voulais qu'on retourne retrouver Mathieu Desmoulins, puisqu'on le disait, ces annonces vont avoir un impact, c'est sûr. Fermeture de tous les cafés, les restaurants à partir de minuit ce soir. Mathieu, vous êtes dans un quartier très animé, vous êtes du côté des grands boulevards un samedi soir. Est-ce que peut-être vous remarquez déjà un changement? Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, ils ont déjà eu cette information? C'était une annonce il y a 2 heures du Premier ministre. Effectivement, ils ont déjà eu l'information pour la plupart et ils nous le disent. L'objectif ce soir, c'est de prendre un dernier verre, un dernier repas, de profiter une dernière fois des terrasses de Paris avant un bon moment, puisque donc ces terrasses de café, ces restaurants, ces bars, ces discothèques vont fermer. Donc on est ici, rue du Faubourg Saint-Denis, dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale. Et pour vous rendre compte de l'impact de la mesure, je vous propose de regarder tout autour. Cette rue est remplie de bars et de restaurants. Un restaurant indien, une brasserie juste à côté, un bar sur la gauche où vous voyez il y a beaucoup de monde en terrasse. Et il faut vous rendre compte que donc à minuit ce soir, tous seront obligés, logés à la même enseigne, de fermer le rideau. Alors pour les gens, je vous le disais, ils en profitent pour profiter une dernière fois des cafés et des restaurants parisiens. Mais pour les gérants et les serveurs, il y a une véritable inquiétude. Ils nous le disaient tout à l'heure, ils sont restés stupéfaits devant les annonces d'Édouard Philippe et ils attendent maintenant des mesures et de savoir concrètement comment ça va se passer pour combler le trou dans la trésorerie que cela va constituer. Merci, on imagine bien sûr leurs inquiétudes aussi d'un point de vue économique. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins avec Harmonie Pondignaga à la caméra. Le docteur Jean-Paul Hamon nous a rejoint. Vous êtes médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. On voit ces images autour de notre reporter, ces bars qui donc vont fermer d'ici 3 petites heures, mais toujours du monde autour qui boit des coups. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce qu'on a, parce qu'on parlait de cette très lente prise de conscience en France. Oui, et le Premier ministre l'a dit, on n'est pas assez discipliné. Votre sentiment vis-à-vis de tout ça? Je pense qu'ils sont en train de prendre des mesures. Là, ils sont en train de nous habituer depuis jeudi à une prise de conscience progressive. On ferme les écoles, donc les Français quand même lèvent la tête et se disent bon, il y a quand même quelque chose de sérieux. Derrière, il y a le Premier ministre qui interdit les regroupements de 100 personnes. Là, aujourd'hui, on ferme les cafés, les bars, les théâtres, les cinémas. De toute façon, ça devenait acrobatique avec plus de 100 personnes dans un cinéma. De toute façon, c'était injouable. Donc là, maintenant, je pense que les Français ont compris qu'il fallait respecter les mesures barrières. Prendre tout ça au sérieux. Faire en sorte que, on retarde progressivement l'arrivée à l'hôpital et l'arrivée en réanimation. On a besoin pour ça de s'appuyer sur une médecine de ville qui soit équipée, sur des infirmières qui aient des masques, des médecins qui aient des masques. Là, en ce moment, c'est plutôt pas le cas. On est un petit peu inquiet. On nous annonce ça pour le début de la semaine. Alors justement, parce qu'on parle des hôpitaux, mais c'est très important aussi d'avoir votre opinion en tant que médecin généraliste. Mais la vous médecine sentez de un ville, peu désemparé pour l'instant? si le système s'appuie pas sur la médecine de ville, les hôpitaux vont être débordés. Les gens vont aller à l'hôpital pour des pathologies qui n'ont strictement rien à y faire en ce moment, y compris pour des rhumes ou des fièvres à 38, etc., que nous, on devra prendre en charge de toute façon, parce que cette pathologie dont on guérit à 98%, quand même, il faut le dire, il faut le répéter. Il l'a redit, 98% des Français, des contaminés en guérissent, ce qui est rassurant. Oui, mais il faut bien qu'on l'entende là, parce que on est en train de compter les morts, on est en train de compter les gens en réanimation, mais il faut quand même le dire et répéter. On en guérit dans 98% des cas. Mais par contre, il y a 6 ou 7% des patients qui se retrouvent en réanimation. Je vous rappelle, en comptant large, on a 7000 lits de réanimation, ça va vite, sans compter que ces lits-là sont en partie occupés déjà par des pathologies qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Donc 300 cas graves en réanimation, c'est le chiffre qu'a donné ce soir Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. En tant que médecin généraliste, vous avez vu un afflux ces derniers jours de patients inquiets? On voit beaucoup de gens inquiets. On commence à s'organiser. On a mis des grandes affiches dans le cabinet. On a mis des barrières pour protéger la secrétaire, un plexiglas pour protéger la secrétaire. Et puis il y a un circuit. Les gens qui arrivent, qui ont de la fièvre,
on leur donne un masque, ils vont dans une salle à part, et puis même s'ils n'ont pas de rendez-vous, on les fait passer devant tout le monde. Et là, je peux vous dire que personne ne proteste malgré le non-respect des rendez-vous. Ils sont très soulagés de voir passer les gens devant tout le monde, un mec masqué, et sortir par la sortie de secours. Personne ne proteste. Je peux vous dire que là, l'organisation est pas mal, mais tout le monde est inquiet. Si vous voulez, il n'y a pas une consultation. Il y a quelqu'un qui est venu encore pour une entorse, et je peux vous dire qu'à la fin de l'entorse, incontestablement, il y a eu la question: et docteur, le coronavirus, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a d'autres. Vous disiez que vous étiez quand même un peu inquiet. Il y en a d'autres qui sont inquiets. On le disait, c'est bien sûr les gérants de bars. On est justement en direct avec l'un d'entre eux. Bonsoir, monsieur. Vous êtes responsable d'un bar donc au niveau du quartier de Convention au cœur de Paris. Comment vous accueillez, vous, les nouvelles ce soir, les annonces du Premier ministre ? Bah écoutez, d'abord c'était une surprise parce qu'effectivement, je vous avoue que j'ai reçu ces informations directement par mes collègues par SMS. Donc j'étais pas en direct sur les déclarations du Premier ministre. Maintenant, j'ai mon patron qui m'a dit que ce soir nous allions fermer à minuit comme les souhaitent les directives. Donc on n'a pas le choix, quoi. Une question, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? On sait que l'impact économique va être très important. Qu'est-ce que vous souhaitez de la part de l'exécutif ? Des réponses assez rapides en fait pour savoir. Ici on travaille avec des étudiants essentiellement, donc je vous avoue que pour eux payer un loyer en fin de mois ça devient difficile. Donc là ça va être la grande question, savoir comment ils vont pouvoir s'en sortir à la fin du mois, même pour nous au final, parce que pas de rentrée d'argent, donc forcément pas de revenus à la fin du mois non plus. Juste des réponses assez rapides, quoi. Qu'est-ce qui va se passer à minuit ? Donc votre bar va fermer d'ici 2h30. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Tout à fait. Nous avons déjà alerté les clients qui sont présents dans notre établissement en leur précisant que nous devons fermer à minuit et que tous les commerces, cafés, restaurants allaient fermer à minuit. Ça a été une surprise aussi pour leur part. Maintenant, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, monsieur, et on vous souhaite bon courage, bien sûr. Fermeture donc de tous les bars, les cafés, les restaurants ce soir à partir de minuit. Marie, vous aviez eu une information justement à nous donner là-dessus. Oui, suite à la déclaration d'Édouard Philippe sur justement ces nouvelles mesures, la fermeture des commerces non essentiels. On en parlait, responsable de bars était à notre antenne, les restaurants. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a réuni dans la cellule de crise de Beauvau les préfets en visioconférence, justement pour parler l'accompagnement de la mise en œuvre des nouvelles mesures de protection, à savoir demain. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que des gérants propriétaires de bonne foi, la formation ne leur est pas forcément remontée, ouvriraient leurs portes ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont être, je ne sais pas, est-ce que des amendes sont prévues ? Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les autorités vont être mises à pied d'œuvre pour pouvoir faire respecter ces nouvelles consignes. Parce qu'on n'en est pas à l'étape de l'interdiction, c'est ce que vous disiez, et c'est peut-être la prochaine étape, c'est ça que vous disiez, oui, Jérôme Marty. C'est ce fameux lockdown qui a été pratiqué dans les pays type Taïwan ou en Italie, où on bloque tout. Et là, on en arrive à l'interdiction, c'est-à-dire que vous devez rester chez vous, et si vous sortez, vous êtes pénalisé. Alors justement, c'est ce qui se passe en Espagne. On a eu cette information ce soir. Interdiction en Espagne de se déplacer, sauf pour travailler ou pour faire ses courses. Ça, c'est des mesures qui vont encore plus loin, un cran plus loin. Oui. On est à la porte de la situation italienne. Mais des mesures de contrôle. On le voit dans les courbes. Donc là, on cherche à mettre en œuvre une action. Et encore une fois, on récoltera les fruits de cette action dans 14 jours. Donc il ne faut pas s'étonner si les chiffres continuent à monter. Mais si l'on voit que les Français ne respectent pas ce qu'on leur demande, il faudra mettre un cran de plus pour arriver véritablement à bloquer cette affection et ne pas rentrer dans des chiffres qui dépasseraient nos capacités en termes de réanimation. Émilie. Il me semble que là, la responsabilité, c'est un petit peu différent pour les commerces et là avec ce gérant, parce que entre Emmanuel Macron qui dit de toute façon on va tout faire et quel que soit le coût, en quelque sorte on a compris que quoi qu'il en coûte, c'était important, ces mots étaient quand même assez importants. On a compris que l'addition ça sera compté plus tard et qu'en gros on ferait tout. Mais là, ce gérant, il n'a pas la solution, il n'a pas les mesures de règlement de ses salariés qui, comme dit, c'est des jeunes qui ont des fins de mois déjà difficiles.
Donc là, c'est encore plus compliqué. À la limite, individuellement, bon, on peut rester chez soi, travailler à distance ou aller juste travailler. Là, on lui dit, tu arrêtes ton activité, t'arrêtes personnellement ton commerce, donc ton salaire, mais en plus, quand tu as des salariés, tu arrêtes, et on ne sait pas encore comment ça va être versé, compensé. Donc c'est très compliqué comme Marco Cesario, c'est au-delà même de l'interdiction, c'est de se dire comment je fais, j'ai des personnes en responsabilité. L'impact économique est important. Marco Cesario, en Italie, on est confronté à cette situation. Comment ça se passe? Comment est-ce que les commerçants qui doivent fermer leurs portes, comment ils gèrent ça? Ben justement, la chose est passée par étapes. Au début, il y a eu une fermeture du Nord, après l'Italie, jusqu'au 25 mars, les écoles fermées, les cinémas, etc. Puis les commerces non indispensables, c'était la même chose en Italie, le même scénario. Et là, c'est un déploiement de force de l'autorité considérable qui a été fait en Italie, donc des policiers qui sont là, quadrillés, et donc et c'est pas simple. Et justement, il y a eu aujourd'hui, dans une journée seulement, 7000 infractions. Donc encore, les gens, ils ont du mal à respecter les consignes, à être disciplinés, parce que pouvoir sortir, même pour promener son chien, aller au parc, même les parcs ont été fermés. Les parcs ont été fermés. Ça, c'est un plages, point, d'ailleurs, les parcs, a priori, ça ne fait pas partie des lieux qui sont fermés en France, pour l'instant. Jean-Paul Hamon. Oui, mais à Codogno, on voit que pour la première fois à Codogno, il n'y a plus de cas. Oui. Exactement. Donc, si vous voulez, ils ont fermé il y a 15 jours et à Codogno, ça marche. Donc, c'est l'illustration que les mesures un peu autoritaires marchent. Et pourtant, on a vu que c'était à l'italienne, parce que les restaurants, ils ont eu le droit d'ouvrir si on était à 1 mètre. Là, en France, on sait très bien que les types vont pas respecter le mètre, donc on ferme. Donc, c'est aussi ça qui s'est passé ce soir. On a assisté peut-être aussi à une prise de conscience du gouvernement que si il ne mettait pas en place des mesures beaucoup plus drastiques, finalement, on ne les respecterait pas. C'est ça aussi. Sans doute, mais peut-être, pardonnez-moi cette réserve, des messages un peu contradictoires en maintenant ce soir le scrutin des municipales de demain, parce que c'est une vraie question. Des responsables politiques comme Monsieur Muselier à Marseille, ou encore ça s'affiche au fur et à mesure, Hervé Morin demande à ce que ce soir, ces élections soient reportées. Le Premier ministre dit qu'elles sont maintenues. Demain, les bureaux de vote vont ouvrir leurs portes à 8h du matin avec des mesures, les 1 mètre de distance, du gel hydroalcoolique à disposition de tous les votants, l'invitation des Français à venir avec leur propre stylo pour éviter qu'ils ne touchent le stylo du voisin. Malgré tout, c'est vrai que ce sont des signaux un peu contradictoires entre une déclaration et des nouvelles interdictions. Et on va écouter peut-être le Premier ministre, c'était donc il y a 2 heures, le gouvernement qui annonce, c'est vrai, des mesures drastiques d'un côté et qui de l'autre le dit, le premier tour demain est bien maintenu. Nous avons à nouveau sollicité le Conseil scientifique au regard des dernières évolutions de l'épidémie. Ils nous ont confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et des personnes fragiles que nous avons rappelées cette semaine. Dans ces conditions, les opérations de vote se dérouleront demain comme prévu et je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme, leur civisme et leur capacité à respecter les règles que nous avons édictées pour leur sécurité. Voilà, mais le Premier ministre le dit, on a consulté les autorités scientifiques. Oui, mais il y a quelques contradictions et on a l'impression, intuitivement, on se dit on va devoir aller encore plus loin. Les lieux de culte, donc les élections municipales, on a l'impression qu'il y a encore des petites marges de manœuvre pour une certaine liberté qui pourrait causer encore des contaminations et que quelque part, on attend presque d'ici, 2-3 jours, quelque chose qui viendrait encore interdire remettre une couche davantage. Le récit de ce maintien, parce que Emmanuel Macron l'annonce jeudi soir, c'était un peu dans l'air, l'ombre d'une annulation du scrutin. C'est un peu précipité en fin de journée. Le récit est très intéressant parce que visiblement, le président de la République y était favorable. Y était favorable dans un premier temps. Ça s'est murmuré, ça s'est propagé. Et puis il a consulté. Favorable à l'annulation de ces municipales. Favorable à l'annulation de ces municipales dans un premier temps. On a vu, et l'issue du fait que finalement elles se tiennent demain, c'est qu'il y a eu des bisbilles politiques et des désaccords politiques, notamment avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et qui font qu'elles sont maintenues demain dimanche. Encore une fois, sans vouloir polémiquer, on parle de discussions qui ont eu lieu sur le plan politique.
Alors Politique. qu'aujourd'hui... Mais on nous fait valoir aussi le conseil mais scientifique qui... Aujourd'hui, on n'en est pas à parler de l'avis des médecins, on en est à parler de guerre. Donc ces questions politiques de dire on maintient le premier tour parce que sinon ça va être la panique, parce que sinon on va nous dire on a fait exprès, c'était un petit peu ce qu'on entendait, que la majorité avait tout intérêt à ce que ça soit annulé ou reporté. Il me semble que c'est des arguments politiques qui maintenant ça n'a même plus lieu d'être. Donc il y a 3 jours, on n'aurait même pas dû se dire un argument politique, il vaut par rapport à un argument sanitaire. Le discours qui a eu lieu ce soir veut dire on a organisé les élections, mais il n'y allait pas, quoi. Ça revient à dire ça. D'autant plus que Christophe Castaner l'a dit, on ne sait pas encore s'il y aura un second tour. En tout cas, il y a un message qui est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça. On a vu qu'on avait préparé ces salles avec notamment des solutés hydroalcooliques à disposition. On sait que les soignants libéraux en manquent. Si personne va à ces élections ou si peu de monde y va, on leur conseillera de distribuer ces solutés hydroalcooliques aux patients, aux soignants libéraux qui en ont bien besoin. Vous souhaitiez réagir, Jean-Paul? Oui, non, mais moi je pense que là, il y a les matchs de foot sont annulés, mais peut-être qu'ils veulent profiter de l'embellie que provoque l'unanimité dans le pays, et ils attendent de voir le résultat du match aller pour voir s'ils vont aller au match retour. Ça, on verra. Je voulais qu'on écoute aussi donc, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui l'a dit, on est passé au stade 3. Alors cette information est presque passée inaperçue puisque les annonces sont tellement fortes, mais ce stade 3, ça fait un moment qu'on l'attendait, et il l'a dit au détour d'une phrase ce soir, le directeur général de la santé. Nous sommes face à une épidémie débutante et rapide sur le territoire national. Nous sommes donc ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire que nous devons désormais tout faire pour retarder, pour ralentir, pour écrêter cette courbe épidémique. On rappelle, stade 1, ça consiste à freiner l'introduction du virus, stade 2, à freiner sa propagation, et le stade 3, c'est quand ça circule librement. Ils ont mis du temps à le décider quand même, parce que dans l'Oise, on est au stade 3 depuis un moment, dans le Morbihan pareil, en Rhône-Alpes, et alors du côté de Mulhouse, encore pire. Et on a vu le dégât des pentecôtistes, là, qui étaient quand même, ils étaient 1000 ou 2000. Et là, ça s'est étendu partout. Donc, on voit bien que ça circule depuis un moment, qu'on ne contrôle plus rien, qu'on arrête de chercher les cas contacts, parce que, ça ne sert plus à rien maintenant. Et donc, ils prennent toutes les mesures barrières pour retarder la propagation du virus. Et puis, c'est le résultat d'une somme d'échecs. On a manqué le stade 1. Et comme vous l'avez dit, c'était empêcher que le virus rentre sur le territoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas testé les gens qui rentraient à l'époque, on ne les a pas confinés, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on a mis des affiches juste. Stade 2, on a vu les clusters, mais on n'a pas fait de lockdown des clusters, on n'a pas empêché la diffusion, et on est passé maintenant en phase 3, et comme tu le dis, on a mis du temps à y rentrer, c'est l'évidence, mais maintenant on en est à prendre des décisions qui sont des décisions dures, parce qu'elles sont sur le modèle européen, ce que vivent nos voisins italiens. C'est aussi simple que ça. Exemple, dont je voudrais parler avec vous, c'est par exemple, aujourd'hui on ferme les bars, etc. Et demain, ça se pose la question des ouvriers dans les usines. En Italie, il y a ce problème. Plusieurs usines, ils ont arrêté leur travail parce que les ouvriers ne voulaient pas travailler parce qu'il n'y avait pas les conditions sanitaires. Première chose. Et demain, le Conseil des ministres italien va parler de ça. Justement, on va faire des mesures pour rendre sur le lieu de travail. Deuxième chose, c'est les prisons. En Italie, il y a eu des émeutes dans les prisons parce qu'ils sont surpeuplés. Et donc, les prisonniers, justement, les détenus, ils ont commencé à avoir peur, paniquer. Premier cas d'ailleurs en France dans la prison de Fresnes. Exactement. Aujourd'hui. Donc il peut y avoir une émulation en France, c'est ce qui s'est passé en Italie, où il y a eu 14 morts dans les prisons, parce que les détenus, ils ne se sentaient pas... en sécurité, finalement. En sécurité, exactement. Et en plus, ils ne pouvaient plus voir leurs voisins, parce que quand on suspend tous ces droits-là, on ne peut même pas voir notre famille. Donc, tout alors, je précise d'ailleurs que c'est l'isolement total. Et je précise que le prisonnier donc, qui était contaminé, il était donc en cellule individuelle depuis le 8 mars, date de son incarcération. Il a été transféré à l'hôpital au moment de l'apparition des symptômes. Il a donc été testé positif, mais il n'aurait pas été en contact avec d'autres prisonniers. C'est en tout cas ce qu'ont dit les autorités. Moi, c'était pour rebondir avec l'avis des médecins. C'est est-ce qu'on peut s'attendre enfin, est-ce que ça serait nécessaire de passer au cap encore au-dessus? On a encore les transports en commun, on l'a dit, les lieux de culte, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les mesures de confinement très strictes ont porté leurs fruits dans certains endroits, comme en Italie. Donc, est-ce qu'il faudrait tout de suite imaginer
étonné qu'on soit en restriction encore plus drastique. Il y a l'exemple de la Corée, qui, Oui. eux, ont disposé de masques pour tout le monde. Ils ont donné des masques à tout le monde, ils ont tout fermé. Et ça marche. Et résultat, ça marche, ça redescend aussi sec. Donc là, la Corée a été un exemple de décision radicale et qui fonctionne. Comment on Il faut savoir explique aussi, en d'ailleurs Italie, il y a beaucoup de morts aussi parce qu'il y a... 175 morts rien qu'aujourd'hui, on vient d'avoir le chiffre. Exactement, il y a 1441 morts au total. Mais pourquoi? Alors, il y a aussi une raison que les jeunes n'évoquent pas assez, je pense. 22% de la population italienne est à plus de 65 ans, 8% de la population a plus de 80 ans. Ça, le c'est plus deuxième que nous? pays. C'est plus qu'en France? Le ratio? Sensiblement plus. Il y a 2 jours encore, la moyenne d'âge italienne, le décès, c'était 81 ans. Donc je ne sais pas si Exactement. ça C'est descend, mais voilà. 81 ans. Donc il y a des jeunes aussi qui tombent malades, bien sûr, mais c'est une première génération de morts, donc c'est beaucoup de gens de moyenne de 80 ans, donc il y a ça aussi à considérer pour le nombre de morts. Et après, une deuxième raison, c'est la stratification des patients, on appelle comme ça. J'en ai parlé avec des météorologues. Et pourquoi C'est-à-dire, en Italie, on considère des morts comme coronavirus, des personnes qui ont plusieurs pathologies et dont le coronavirus s'est ajouté et a fait décéder les patients. Et on considère cette personne-là mort à cause du coronavirus. C'est pas la même chose, par exemple. C'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple, où il y a beaucoup de contaminés et très peu de morts. Parce qu'il n'y a pas une mesure européenne, métrologique à ce niveau-là aussi. Jérôme Marty, vous souhaitez intervenir? Il y a un point qui est certain, c'est qu'on a eu une doctrine qui a été construite sur le manque. Et ça, c'est indubitable et c'est très important de voir ça par ce boulot de la lorgnette. Dès le début, on a manqué de tests. Dès le début, on a manqué de masques. Dès le début, on a manqué de soluté hydroalcoolique. Et ça, dans un pays qui met énormément d'argent dans la santé, c'est pas possible. Cette histoire-là, c'est la fin de la doctrine de l'efficience. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut faire mieux avec moins dans la santé. On a vu où ça nous mène. On n'a pas été capable d'avoir des stocks de masques. On les a arrêtés en 2011 parce qu'on a jugé qu'on avait trop dépensé au moment de la grippe H1N1. On ne les a pas reconstitués sous Marisol Touraine. Et quand Agnès Buzyn a pris sa fonction, et quand en mi-décembre, cela a commencé en Chine, on n'a pas commandé de masques. Et c'est Olivier Véran, quand il est arrivé, qui a lancé la production. Donc ça, c'est un signe fort. Parce que ça veut dire qu'on fait tout le temps de l'économie sur la santé, alors même que ce bien commun devrait être sacralisé et on doit arrêter de raisonner juste en coût. Juste en coût et juste en dépenses. La santé ramène au pays non seulement du bien-être, mais également de la richesse. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut vraiment arrêter de calculer comme ça, parce qu'on a vu sur la recherche, par exemple, on a coupé les vivres à quelqu'un qui recherchait du côté de Rouen. Il cherchait son but, c'était le coronavirus chez la chauve-souris. On lui a coupé les vivres il y a quelques années. Alors que si on avait maintenu ce budget de recherche, il y aurait peut-être maintenant des doctorants sur le coronavirus et on avancerait beaucoup plus que là actuellement. On met beaucoup d'argent en très peu de temps, mais là on perd du temps. Donc on voit bien que la recherche, c'est un investissement utile. Il faut soutenir la recherche. Ça, c'est capital et j'espère que ça va être la leçon qu'ils vont retenir. Ils vont ouvrir un peu les cordons de la bourse parce qu'ils sont contraints de le faire. Ils vont oublier le déficit. Mais si on n'investit pas massivement sur la santé, si on n'investit pas massivement sur l'hôpital, si on n'investit pas massivement sur la médecine de ville, médecine de ville qui est en train de se désertifier à grande vitesse. Et là, c'est pour ça que nous, on réclame des masques et des protections, parce que déjà dans un pays où on est en pleine désertification, si les médecins, si les infirmiers tombent malades, alors là, je vais vous dire, ça va être un peu sportif. Ça va être un peu sportif. Très rapidement, on a parlé de communication erratique. Il faudra quand même se souvenir, alors c'est pas le moment parce qu'encore une fois, on est en union et c'est une guerre que l'on mène, mais il faudra analyser les choses une fois qu'on sortira de la crise. On a quand même eu un directeur général de la santé qui nous a dit que les masques chirurgicaux suffisaient pour les médecins libéraux et pour la médecine libérale. Et puis ensuite, on nous a dit, vous n'avez qu'à en mettre un par-dessus l'autre. Ensuite, on nous a dit, vous en mettez un et vous en mettez un aux patients. Et pour finir, on a reçu une circulaire émanant du ministère de la Santé nous disant qu'il fallait porter un masque FFP2 comme nous le réclamions toute la journée. Ça veut dire que sciemment, parce que je ne ferai pas l'insulte à Jérôme Salomon de dire qu'il ne connaît pas la médecine, mais sciemment, cet homme a menti à un moment. Et il va falloir qu'il s'explique.
Moi, je reviendrai sur les leçons, parce que là, vous parlez de l'hôpital public, de la recherche, et on espère en effet qu'au-delà de la situation urgente, on va pouvoir y penser plus tard. Mais il y a énormément d'endroits où il y a des leçons à tirer de cette crise. On en a parlé, de cette économie libérale qui ouvre les frontières, et on est très dépendant de la Chine, par exemple. Les relocalisations qu'on pourrait imaginer, des productions même de produits actifs qui servent à fabriquer des médicaments qui ne sont même plus produits en France. Donc on en a besoin. On est très dépendant, c'est la pharmacie On est très du dépendant, monde, les masques arrêté en de dire. Chine, n'en parlons pas. Donc, il y a le télétravail, il y a énormément d'endroits où on peut, les territoires ruraux et l'accès aux soins, il y a beaucoup d'endroits où on pourrait tirer des leçons. Il faut espérer qu'on n'oublie pas dans 2-3 mois, quand heureusement le coronavirus ne sera plus sur notre territoire, ou en tout cas plus de manière aussi flagrante, qu'on aura tiré les leçons quand même de cette continue crise. à tirer ces fils. Alors et justement, de changer notre économie. Vous et notre évoquiez modèle de notamment santé. le télétravail, donc autre façon de travailler tout simplement. Édouard Philippe l'a dit, évitez d'aller au bureau si vous pouvez, si vous êtes en mesure de travailler depuis chez vous. On l'écoute. Vous l'avez compris, nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts. Cela s'applique dans les entreprises et les administrations qui doivent, dès lundi et pour les prochaines semaines, engager une action massive d'organisation du télétravail pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile. Voilà, c'est ce que vous disiez. Est-ce que ça marche, par exemple, en Italie, ces mesures de télétravail? Mais justement, le gouvernement a poussé les entreprises à aider les travailleurs, les employés à faire du télétravail. Ça commence à marcher. Par exemple, dans la région Lombardie, 80% de personnes sont déjà en télétravail. Après, il y a des travaux qu'on peut pas faire en télétravail. Donc, il y a des ouvriers qui sont obligés à se rendre sur place. Alors là, par contre, on doit quand même désinfecter, rendre et diminuer les heures de travail aussi, et faire en sorte qu'il y ait une distance de sécurité. Quand même des règles à respecter pour ceux qui iraient au bureau. C'est vrai que ça va impacter énormément les entreprises, la nôtre aussi d'ailleurs ici. Il va falloir qu'on réorganise un peu tout, qu'on se réadapte, et pour des semaines et des semaines a priori. Ah bah là, notre vie quotidienne va complètement changer. Alors avec des personnes qui pourront... Moi personnellement, je télétravaille, c'est ma vie, donc je pense que ça peut créer des changements à terme beaucoup plus profonds. Mais là, en tout cas, oui, il va falloir s'habituer à ces changements-là, s'y mettre très rapidement, voir comment on peut s'installer. Mais encore une fois, on revient sur... il faut que la vie, elle continue. Enfin, que la vie continue malgré tout. Dans ce confinement. C'est vrai que je trouve que c'est encore très difficile à imaginer demain matin quand on va se réveiller, et encore plus lundi matin au moment du travail. Qu'est-ce que c'est la vie avec les enfants, avec les voisins, avec les collaborateurs? Qu'est-ce que c'est que cette vie-là? On a encore sans beaucoup de mal. restaurant, sans bar, et sans savoir, et sans savoir combien de temps ça va durer. Et encore une fois, moi je repose ces questions de concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Tout à l'heure vous parliez des parcs. Est-ce que demain je peux aller me promener si je suis en bonne santé? Si je suis un peu malade, est-ce que j'arrête de me promener? Vous conseillez quoi d'ailleurs, les médecins sur ce plateau? Est-ce qu'on peut continuer à aller faire son footing si au on parc? est dans un bois, si on croise pas les personnes et qu'on leur crache pas dessus, donc ça peut le faire. Hein. Il n'y a aucune raison. On est à moins d'un mètre. On rappelle contact proche et prolongé. Bah donc oui. vous pouvez très bien aller courir, vous n'allez pas infecter, ni vous faire contaminer en courant. Qu'est-ce qui va faire que le virus disparaisse? On parle de la météo, peut-être l'arrivée des beaux jours qui pourrait aider parce qu'on est moins amené à être confiné côte à côte? On est sûr de rien. On est sûr de rien. On aimerait bien, mais ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est qu'il y a des cas dans l'hémisphère sud. Oui, hein, de plus en plus. Et on surveille ça d'un peu près. Il y a eu la fête des couleurs en Inde. Alors là, c'était à Bombay, il faisait 26 degrés. Les Indiens ont bravé l'interdiction de la fête. Et on va voir ce que ça va donner. Quel impact ça aura? En Amérique du Sud, on voit de nombreux cas. Où ça, pardon? En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. On parle aussi de la recherche qui progresse sur un éventuel vaccin. Est-ce que là-dessus, vous avez des informations? Quand est-ce qu'on peut espérer 1 et 2 ans. Entre 1 et 2 ans. Entre 1 et 2 ans. Et par contre, ils sont en train de
tester des antirétroviraux qui étaient utilisés dans le sida. Ils sont en train de voir ce que ça donne. Il y a eu des études chinoises qui sont actuellement en cours, donc on ne sait pas. Hein. Et bon, il va falloir quand même un minimum d'essais, un minimum de cas aussi pour que ce soit suffisamment valable. Donc bon, là, il y a un paquet sur la recherche. Je pense que là, ce qui est un peu rassurant quand même, c'est que le SRAS, on a mis un temps fou avant d'isoler le virus. Là, vraiment, ça s'est fait. Les caractéristiques du virus, on les a eues. Les Chinois ont collaboré. On a pu élaborer des tests. Bon, donc ça va extrêmement rapidement. Et il y a une collaboration internationale qui n'a jamais été vue. Donc, il faut l'isolement qui commence à s'élargir aussi au niveau des transports et avec les autres pays. L'Italie est devenue un huis clos. L'Autriche a fermé la frontière, la Slovénie a fermé la frontière, Malte interdit. Après, toutes les compagnies aériennes se sont retirées. Mais en même temps, c'est pas étanche. C'est pas étanche parce que je crois que c'est un de vos reporters que j'ai vu l'autre jour qui faisait le reportage de Rome. Et alors, il n'avait pas de vol direct Paris-Rome, mais il a fait un Paris-Lyon, il a fait un Paris-Lyon, il a fait un Lyon-Rome. On fait ça pour vous informer. Voilà. On le répétera pas. Une autre information importante donnée aujourd'hui par le ministre de la Santé, qui peut peut-être vous concerner, Olivier Véran. Il a mis en garde sur Twitter contre la prise d'anti-inflammatoires qui pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. On va peut-être pouvoir voir ce tweet. La prise d'anti-inflammatoires type ibuprofène, cortisone pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoire ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. C'est ce qu'a fait une de mes patientes qui est justement sous anti-inflammatoire pour une pathologie rhumatismale. Je lui ai dit de continuer, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'autoprescription d'anti-inflammatoires et cette réflexion-là du ministre est due au fait qu'on a constaté que des gens jeunes, le point commun, le dénominateur commun de ces gens jeunes qui étaient en réanimation, ils avaient tous pris des anti-inflammatoires au début des symptômes, quand ils avaient mal à la tête et de la fièvre. Donc, mais d'une façon générale, on ne doit pas prendre tout seul dans son coin des anti-inflammatoires et de la cortisone. Ça diminue les défenses et on voit que ça peut arriver à des catastrophes. Jérôme Marty, bon, il a dit l'essentiel. Non, c'est parti d'un service d'infectiologie où l'infectiologue a vu effectivement que sur 4 cas jeunes, pour le coup, et qui sont en sévère, en cas sévère, le point commun était effectivement qu'ils avaient pris des anti-inflammatoires en début de symptômes. Moi, j'avais une question. Une dernière question. Savoir si on a un peu de recul sur les personnes qui ont été contaminées. Est-ce que, quand elles sortent de la maladie, du virus, elles sont immunisées ? C'est une vraie question. On n'a pas encore la réponse. On n'a pas peur de dire qu'on ne sait pas. D'accord. On ne sait pas si cette maladie confère l'immunité. On ne sait pas. On ne sait pas. Merci beaucoup à tous les 5. Merci. On espère vous avoir éclairé. Vous voyez toujours ces annonces sur votre écran. Donc la France qui est au stade 3 de l'épidémie. Fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays dès ce soir à minuit. Tous les services publics essentiels restent ouverts. Ça, c'est important. Les pharmacies resteront ouverts. Les magasins donc, alimentaires resteront ouverts. Les stations-service également. Et les tabacs. Vous faites bien de le rappeler. Appel à éviter les déplacements, notamment interurbains. Donc les transports sont maintenus, mais voilà, le gouvernement appelle à limiter ces déplacements au maximum. Et puis, c'est aussi l'information de la soirée, ces élections qui sont donc maintenues. Premier tour demain. Voilà, ça en surprend certains sur le plateau. Je voulais qu'on réécoute justement Édouard Philippe qui a fait cette série d'annonces, ces mesures drastiques. Donc c'était tout à l'heure. Mes chers compatriotes, jeudi soir, le président de la République s'est adressé à la nation pour annoncer des mesures fortes pour freiner la progression du virus responsable de la maladie connue sous le nom de Covid-19. Vous le savez, nous mettons tout en œuvre pour protéger la population et notre système de santé sur le fondement des recommandations de nos meilleurs médecins, de nos meilleurs scientifiques. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est 2 choses. D'une part, une accélération de la diffusion du virus et dans certains territoires, une augmentation très importante des personnes en réanimation. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, décrira dans quelques instants
la réalité de la progression de l'épidémie. Nous observons d'autre part que les premières mesures prises de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées. L'immense majorité des scientifiques le dit, la meilleure façon de freiner la progression de l'épidémie, c'est ce qu'ils appellent la distanciation sociale. Je ne vous dis pas que c'est un joli terme. Je sais que c'est un concept qui nous rebute, nous Français, parce que nous sommes un peuple qui aime se rassembler, parce que nous sommes un peuple joyeux, heureux de vivre ensemble, peut-être même encore un peu plus quand la peur commence à gagner les esprits. Après les annonces du président, jeudi soir, vendredi et encore ce matin, je suis sorti et chacun a pu faire cette expérience. Et nous avons vu trop de gens dans les cafés, dans les restaurants. Cela me réjouirait en temps normal, parce que c'est la France que nous aimons tous. Mais pour quelques semaines, ce n'est pas ce que nous devons faire. Face à l'accélération de la propagation du virus, j'ai à nouveau consulté aujourd'hui, en lien permanent avec le président de la République et avec le ministre des Solidarités et de la Santé, le conseil scientifique installé auprès du gouvernement pour nous accompagner au quotidien dans cette crise sanitaire. Nous nous sommes également coordonnés avec nos partenaires allemands. Sur la base des données rassemblées, des simulations de la progression de l'épidémie et de l'évaluation de l'efficacité des mesures, le Conseil scientifique nous a adressé un certain nombre de recommandations qui vont dans le sens d'un renforcement des mesures qui touchent à notre vie sociale. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Il s'agit également de tous les commerces, à l'exception des commerces essentiels. Resteront notamment ouverts les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse. Tous les services publics essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts. Les transports urbains continueront de fonctionner, mais j'appelle les Français à diminuer leurs déplacements et en particulier à éviter les déplacements interurbains. Les opérateurs de transport public vont progressivement adapter leur plan de transport en ce sens. Je le dis avec gravité, nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles, faire un peu d'exercice ou voter. Sur ce sujet des élections municipales, nous avons à nouveau sollicité le Conseil scientifique au regard des dernières évolutions de l'épidémie. Ils nous ont confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et des personnes fragiles que nous avons rappelées cette semaine. Dans ces conditions, les opérations de vote se dérouleront demain comme prévu et je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme, leur civisme et leur capacité à respecter les règles que nous avons édictées pour leur sécurité. Je voudrais encore faire passer 2 messages. Vous l'avez compris, nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts. Cela s'applique dans les entreprises et les administrations qui doivent, dès lundi et pour les prochaines semaines,
engager une action massive d'organisation du télétravail pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile. Nous devons également soutenir nos personnels soignants, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui contribuent aux soins, à l'hôpital comme en ville. Tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent exercer leur métier. C'est notamment pour cela que les transports publics continueront à fonctionner et que nous garantirons la garde de leurs enfants. Pour les enfants de soignants, et seulement pour eux à ce stade, les crèches et les écoles organiseront lundi un accueil. Je sais que l'Éducation nationale et les mairies travaillent en ce sens pendant tout ce week-end et je les en remercie. Nous devons rassurer nos soignants. Vos enfants seront accueillis pendant que vous travaillez pour nous, dans de bonnes conditions de protection pour eux-mêmes et pour vous. Progressivement, ce dispositif sera étendu à tous les enfants des personnels essentiels à la continuité de la vie de la nation. Nous devons, mes chers compatriotes, rassurer nos soignants, mais nous devons aussi les aider en respectant les consignes, les gestes barrières contre le virus et les consignes que je viens de rappeler. Vous vous aidez vous-même, mais vous les aidez. Vous les aidez en évitant qu'ils ne soient submergés par l'accueil des cas sévères. Mes chers compatriotes, notre objectif avec le Président de la République est de protéger la nation, de vous protéger, chacune et chacun d'entre vous. J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés. Mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble les comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise.